Briançon est une commune française, historiquement rattachée au Dauphiné, située dans le département des Hautes-Alpes, dont elle est la sous-préfecture, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Briançon est la ville-centre d'une petite agglomération de 6 communes, l'unité urbaine de Briançon. Le territoire dont Briançon est la ville principale est appelé le Briançonnais, il couvre le nord du département des Hautes-Alpes. Avec son altitude de 2326 mètres, Briançon est considérée comme la plus haute ville de France. Ses habitants, au nombre de 11 339 en 2019, sont appelés les Briançonnais. Ses fortifications de Vauban, l'enceinte de la ville, les forts des Salettes, des Têtes, du Randouillet, l'ouvrage de la communication Y, et le pont d'Asfeld, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis le 7 juillet 2008, aux côtés des 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban. Briançon est situé à 15 km de la frontière italienne, à 33 km de Sestrières, à 32 km d'Oulx, à 45 km de Bardonnecchia, Bardonnèche, gare desservie par le TGV, à 46 km d'Embrun, à 84 km de Barcelonnette et de Saint-Jean-de-Maurienne, à 87 km de Pignerol, à 109 km de Turin, et à 115 km de Grenoble. La ville est située au carrefour des bassins hydrographiques et de 5 rivières ou torrents, la Durance, la Clarée, la Guisane, la Cerveillerette, et l'Orseillerette. Cette situation doit être appréciée à 2 échelles différentes. Localement, l'habitude est de souligner la confluence entre la Durance et ses proches affluents d'inégale importance, la Clarée, en amont, la Guisane, sur le site même de la ville et la Cerveillerette, immédiatement en aval. À une époque où le tourisme est devenu l'activité essentielle, la ville joue le rôle de centre régional pour le transit, l'animation commerciale et culturelle de ce district de la Haute-Durance. Mais plus essentiel, apparaît son rôle de porte transalpine, car elle est à la commande du passage de la chaîne des Alpes, le plus facile du Léman, à la côte méditerranéenne, grâce au col de Montgenèvre, 1850 mètres, avec un double accès, tant du côté français par le Lautaret, au nord, et la vallée de la Durance au sud, que du côté italien, vers Turin au nord-est, et Pignerol au sud-est. S'agissant du site, dont les particularités déterminent les conditions de l'urbanisation et ses contraintes, pour comprendre l'opposition entre la ville haute et la ville basse, il faut faire référence au temps des glaciations quaternaires. Le grand glacier descendant du col du Lautaret, très épais, a fortement creusé et élargi en forme d'auge la vallée de la Guisane, puis de la Durance jusqu'à Sisteron, c'est dans son large fond qu'est le site de la ville basse. Son affluent, le glacier venant du col de Montgenèvre, par transfluence même grossi de celui venant de la Clarée, était beaucoup moins puissant, et a donc creusé moins profondément sa vallée, c'est pourquoi la confluence des 2 glaciers est marquée par un gradin de confluence, une sorte de marche d'escalier. D'autre part, ce petit glacier, juste avant de rejoindre le grand, a rencontré une barre de roche plus dure qu'il n'a pu complètement éroder, et qui a été façonnée en verrou glaciaire, c'est sur cette bosse qu'est la ville haute. Il convient par ailleurs de préciser que, d'un point de vue historique, la situation géopolitique de Briançon
a varié du fait des modifications de la place de la frontière. Au XVIIe siècle, la frontière entre la France et les États du duc de Savoie qui regroupait le Piémont et la Savoie, il ne s'appellera royaume de Piémont-Sardaigne qu'après le traité d'Utrecht en 1713, n'était pas au col du Mont-Genèvre. Le territoire de la France s'étirait, d'une part, du Val Cluisson, Chisonne pour les Italiens, jusqu'à Pignerol au début de la plaine du Pô. C'est d'ailleurs dans cette cité, le plus loin possible du cœur du royaume, qu'aurait été enfermé le fameux masque de fer. Il incluait d'autre part la haute vallée de la Douar-Ripert, à l'amont du pas de Suse. Où une encore plus grande nécessité de contrôler les deux versants de la montagne. Par la route, Briançon est desservi par la RN 94, en provenance de Gap et en direction de l'Italie, via le col de Montgenèvre, 1854 mètres, et par la RD 1091, ex-RN 91, en provenance de Grenoble via le col du Lautaret, 2058 mètres. La ville se situe également sur l'axe historique des grands cols des Alpes, les cols du Galibier et d'Isoire sont tout proches de la cité, axe routier qui relie Nice au lac Léman. Par voie ferrée, la gare de Briançon est le terminus de la ligne en provenance de Marseille-Saint-Charles et de Valence. En train, Briançon est relié à Paris, via Valence ou Grenoble. Il est aussi possible de prendre un itinéraire TGV Paris-Briançon via Oulx, Italie, qui comporte un trajet Oulx-Briançon, effectué en navette. Il existe un train de nuit Paris-Briançon. Certains trajets en train sont complétés par des lignes de bus régulières qui relient Briançon à Grenoble, Lyon, Marseille, ainsi que Turin et Milan via Oulx. Projeté dès la seconde partie du XIXe siècle, et périodiquement ressorti des cartons, un tunnel ferroviaire sous le col de Montgenèvre permettrait de poursuivre la ligne vers l'Italie, Oulx, et ainsi mettre en liaison directe Marseille et Turin. Commune limitrophe. Dans le canton de Briançon Nord, Val-des-Prés. Dans le canton de Briançon Sud, Servières, puis Saint-André, puis Saint-Pierre, et Villars-Saint-Pancrace. Dans le canton du Mont-Étier-les-Bains, Saint-Chaffray. Le nom de la localité est attesté sous les formes Brigantion, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Strabon, Brigantium, vase apollinaire, Brigantion au 4e siècle après Jésus-Christ, table de Peutinger. Il s'agit de la fixation du nom commun celtique, gaulois, Brigantion éminence dans la toponymie, mot dérivé de brigante éminent, élevé. En toponymie, il a le sens d'éminence, lieu élevé. Le radical brigand repose lui-même sur la racine celtique brigue colline, mont. Albert Daosa a cru reconnaître un suffixe ligurant, hi, à tort semble-t-il, car c'est une langue dont on ne sait pas grand-chose, alors que la racine celtique brigante est bien identifiée par ailleurs. En effet, des équivalents en celtique insulaire l'attestent, le vieux gallois brienrois, cornique brantin noble, et vieux breton briantin personne de rang élevé, qui remontent tous à Brigantino. En outre, il existe une déesse gauloise Brigantia, identique à l'hydronyme qui explique de nombreux noms de rivières de France, de Grande-Bretagne, ou de Suisse. Même radical également dans le nom de la sainte irlandaise Birgie, sous une forme un peu différente puisqu'il continue Brigantilminante, nom de déesse païenne à l'origine. Homonymie avec de nombreux Briançons de type franco-provençal ou occitan, Brégançon, Var, Briante, Indre, Bregennes, Autriche, etc. Au Moyen Âge, en ancien provençal, le nom de la commune était Brigançon, et devient ensuite Briançon, par un muissement de G, caractéristique des dialectes alpins nord-occitans, franco-provençal et du français. En effet, la région de Briançon, bien que longtemps liée au Dauphiné, est de langue occitane dans sa variante dialectale alpine, dite aussi gavotte. Le nom de la ville en occitan est Briançon. Remarque, le haut de la langue d'Oc se prononce OU. Le classiciste Simon Jude Honorat, dans son dictionnaire écrira généralement ce O en OU, comme le feront ensuite les partisans de l'écriture mistralienne. Les partisans de l'écriture classique écrivent O. Ainsi, Briançon et Briançon, quelles que soient les graphies, se prononcent de la même façon.
Une prospection systématique, réalisée en 1994, par l'ESERA, n'a pas permis d'identifier sur le territoire communal, de sites antérieurs à l'âge du bronze. Il faut attendre le deuxième âge du fer, pour voir apparaître quelques indices d'occupation, notamment dans le quartier de la Gare. Briançon est sur le tracé antique de la Via Domitia, ici sur une plaque moderne placée à Narbonne, également sur cette voie romaine. L'existence de Briançon est rapportée au début du 1er siècle, par Strabon sous le nom de Brigantion, sur la route qui conduit de Gaulle en Italie. Cette route, dite voie Comtienne, prolonge la voie construite par Domitius Aenobarbus, entre Narbonne et le Rhône. Cossius, fils de Donus, roi de Suse, qui avait aidé les Romains dans la conquête des Alpes, avait reçu le commandement des peuples occupant les deux versants des Alpes, avec le titre de Praefectus Civitatium. À l'époque de Pline, la ville appartient au royaume vassal mais indépendant de Cossius II, son petit-fils, ce qui explique qu'il ne la nomme pas dans le livre 3 de son histoire naturelle. En revanche, dans l'inscription du trophée de la Turbie qu'il reproduit, les Brigiani sont nommés parmi les peuples soumis, gentes Devictae, par l'empereur Auguste, aux côtés des Caturiges. On suppose que Brigantio était leur capitale. Brigantium, Brigantia est également présent sur les gobelets de Vicarello. Elle est appelée Castellum Virgantiam, par Amien Marcellin, seconde moitié du IVe siècle. 3 bas-reliefs et inscriptions funéraires, réemployés au-dessus de la porte d'entrée du château, ont été transportés au musée départemental des Hautes-Alpes, à Gap. La position et l'extension de la ville romaine sont discutées. Bien qu'il y n'ait eu que peu de fouilles archéologiques, et que peu de vestiges aient été conservés, il semble qu'elle ait été située dans l'enseignement, qui sépare le bas du massif de la Croix de Toulouse, et la butte du château, au nord-ouest de la ville actuelle, le long de la route conduisant au Mont-Genèvre. Ont été découverts en 1900, les vestiges d'un établissement de bains et, plus récemment, ceux d'autres constructions et d'une nécropole. L'hypothèse de l'existence d'un amphithéâtre a été infirmée par les fouilles préventes. Pagis sous l'époque carolingienne. On retrouve sur cette carte Brigantio, Briançon, et le Pagus Brigantinus. Après les invasions barbares du IVe au IXe siècle, la ville romaine Brigantium se replie sous la protection du Piton fortifié, qui domine l'étroite vallée de la Durance. Il semble que ce soit un castellum. Faisant partie de la France médiane, traité de Verdun, elle passe ensuite dans le Saint-Empire romain germanique. Elle est donnée au comte d'Albon en 1040, futur dauphin de Viennois. Elle occupe alors la moitié nord de son assise actuelle, et un quartier aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement du Champ de Mars. L'existence, à Briançon, d'un château et châtelain, prénommés Martin et Bernard, qui agissent sous l'autorité des comtes d'Albon, est attestée par une donation de Guigues Ier d'Albon, à la prévôté de Saint-Laurent-d'Oulx, qui fut établie à la fin de l'année 1073, ou au début de l'année 1074. Ce château comporte une fonction résidentielle. En 1228, elle est appelée Burgus, ce qui dénote une certaine importance de la ville haute, créée comme ville nouvelle, plan régulier, cadastre persistant, dans le premier quart du XIIIe siècle. Des franchises sont accordées à Briançon en 1244 afin d'attirer de nouveaux habitants. Tandis que le bourg se développe, les institutions communales s'étoffent. Un règlement de police municipale est donné par le dauphin Humbert Ier en 1287. En 1292, le syndic et les procureurs négocient la cession perpétuelle de la perception des dîmes, avec le prévôt d'Oulx et le dauphin. Par la suite, plusieurs chartes de franchise issues des dauphins réaffirmeront ces droits. La ville, quoique dominée par un château depuis au moins le XIe siècle, n'éprouve pas le besoin de se doter de remparts, avant la seconde moitié du XIVe siècle. Les comtes d'Albon, et dauphins de Viennois, logent souvent à Briançon. En 1339, leur résidence, située au sommet du Piton rocheux, est composée d'une grande tour au centre de sa basse cour, d'une chapelle dédiée à Saint-Étienne, de plusieurs corps de logis, et des bâtiments de service, le tout entouré d'une enceinte qui lui est propre.
L'accès se fait par un chemin, abrité par un mur crénelé, qui monte depuis la route du Mont-Genèvre. Les hameaux de Briançon, dans les environs, existent déjà depuis longtemps. Alors qu'elle n'est pas encore rattachée à la France mais dépend du Dauphiné, Briançon se distingue en obtenant en mai 1343, du dauphin Humbert de Deviennois, une sorte d'indépendance, avec des prérogatives particulières, exemption de redevances, liberté de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants, contre un don de 12 000 florins, et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficient du statut de franc-bourgeois, bien que non nobles, ils sont libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relève pas du régime seigneurial, mais devient communal. L'original du texte de 1343 est conservé en mairie, c'est un parchemin de 1,60 m par 50 cm. Lorsque le Dauphiné a été rattaché à la France, les rois ont reconnu par lettre patente ce statut qui n'a pris fin qu'à la Révolution, le 4 août 1789. Les habitants de la ville n'ont pas été les seuls à bénéficier de cette situation privilégiée, car les négociations ont concerné plusieurs vallées, dont l'ensemble formait la République des Escartons. Briançon et ses 11 communautés avaient négocié avec 3 autres groupes de communautés, Le Queyras, Mont-Dauphin et Oulx, cette dernière sur le versant italien, vallée supérieure de la Loire-Ripert, à l'amont de Suse. Vers 1344-1345, le bourg de Briançon comporte un mur d'enceinte percé de 3 portes, porta superior, porta Manac, et porta inferior. À l'intérieur, se trouvent 4 quartiers et, entre autres éléments, la maison Delphinale, le four, un beffroi d'alarme, la halle du marché, la maison des banquiers lombards et 3 fontaines. Le Grand Béal, le canal qui coule au milieu de la Grand-Rue, alimente les fontaines, et sert à la lutte contre les incendies, est construit en 1345. Briançon est rattaché au royaume de France en 1349, avec le reste du Dauphiné, par le traité de Romans, passé entre le dernier dauphin deviennois, Humbert II, et le roi de France, Philippe VI. En 1370, l'enceinte de la ville, qui n'était formée que par les maisons particulières, est renforcée, on bouche les ouvertures des maisons se trouvant au rez-de-chaussée, on colmate les rues et les interstices entre les maisons, on creuse des douves, et des tours sont construites, adossées aux maisons. Prospère, la ville forme une communauté formalisée avec les hameaux alentours, rassemblés sous le terme de tierce, le 4 mars 1382. L'ordre des franciscains construit son couvent, des Cordeliers, entre 1388 et 1391, afin de lutter contre le valdéisme et réévangéliser le peuple. Ce couvent est situé dans l'enceinte de la ville. En 1420-1421, le bourg occupe toute la surface de la ville fortifiée et des faubourgs se créent aux portes de celle-ci. L'essor de la ville, symbolisé par l'érection d'un beffroi, avant 1539, est considérablement ralenti par les guerres d'Italie, et les guerres de religion. À cette époque, le bourg principal correspond déjà à la vieille ville actuelle, et il s'adjoint 2 petits faubourgs, l'un près de la porte Méane, au bas de la ville, l'autre près de la porte supérieure, le Chastelet. Ces 2 faubourgs seront rasés à fin du XVIe siècle, pour laisser place à des fortifications. Lors des guerres de religion, Briançon repousse un premier siège de Lesdiguières, en 1580. Plus tard, après l'assassinat de son capitaine, Jean-Louis Borel, la ville se rend à Lesdiguières, le 6 août 1590. Les dominicains s'installent en ville en 1624. En 1632, la cité encourage l'installation des Ursulines, avec pour objectif de faciliter l'éducation des jeunes filles. En 1624, un incendie survient en plein hiver, alors que l'eau du Béal est gelée. Il dure 5 jours, et détruit 80% de la ville. Par ailleurs, malgré les franchises accordées aux Escartons, la gabelle est instaurée depuis 1674. À cette époque, grâce à la politique de la ville qui finance 2 maîtres d'école à l'année, plus de 85% des hommes sont alphabétisés.
Le 26 janvier 1692, un autre incendie est encore plus destructeur, à cause des grands approvisionnements, qui avaient été stockés en ville par l'armée. Seules quelques maisons, le couvent des Cordeliers, le grenier à sel et l'hôtel du Vibailly subsistent. Il faudra une dizaine de jours, avant que quiconque puisse accéder aux ruines. En raison de sa situation proche de la frontière avec le duché de Savoie, Briançon devient une ville militaire. En 1689-1690, durant le règne du roi Louis XIV, une nouvelle enceinte est construite par Hugh de Langrune. Cette même année, le ralliement du duché de Savoie renforce la Ligue d'Augsbourg. Durant l'été 1692, le duc Victor Amédée de Savoie, dirige une campagne en Dauphiné méridionale, prouvant que les montagnes ne font pas barrage. Après avoir pris et pillé Embrun, 16 août, il ravage les environs, mais malade, il ne s'attaque pas à Briançon. L'ingénieur militaire français Vauban rédige un projet d'amélioration des fortifications la même année. Fortification de Briançon en 1736. Plan relief construit de 1733 à 1736 sous la direction de Coliquet et Nicolas de Nézotte, 1699-1768, conservé au musée des plans reliefs à Paris. Vauban est à nouveau en tournée en 1700 sur la frontière des Alpes pour améliorer les systèmes défensifs, et, en collaboration avec les meilleurs ingénieurs militaires, et les plus grands généraux, il fait renforcer et améliorer les fortifications de la ville, et enclenche la construction d'une ceinture de forts autour d'elle, pour la défendre, exploitant le relief des montagnes pour occuper les points clés, permettant d'en surveiller les accès. Il dote également Briançon de casernes, apaisant ainsi les craintes de la population, provoquées par les passages dévastateurs des gendarmes. En 1713, le traité d'Utrecht rapproche la frontière au col du Mont-Genèvre, qui est de plus lourdement taxé par le duc de Savoie. Le commerce est détourné durablement de la ville. La ville étant devenue une ville frontière, le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliée entre eux notamment par le pont d'Asfeld, fort des Trois Têtes, fort du Randouillet, fort Dauphin, fort d'Anjou, redoute du Point du Jour, et communication Y. Malte Brun affirme qu'avant la Révolution française, on pouvait encore lire, au-dessus d'une des portes vestiges de l'enceinte romaine, l'inscription suivante, Cornel Solina, Auguste Conjugi. Affirmation à nuancer puisque la lettre J est de création récente, XVIe siècle, et était autrefois rendue par la lettre I. C'est avec une certaine méfiance que la population de Briançon, solidement tenue en main par son élite bourgeoise, s'est engagée dans la voie révolutionnaire en 1789. Elle craignait, en effet, d'y perdre le statut privilégié qui lui avait été concédé depuis le Moyen Âge, dans le cadre de la République des Escartons. De fait, cette institution particulière ne devait pas survivre aux transformations décidées par l'Assemblée constituante. Dans la fameuse nuit du 4 août, le système des escartons fut aboli, comme l'ensemble des privilèges de toute nature. Dans la réorganisation administrative du territoire, Briançon devint le siège d'un des 4 districts du département bientôt dénommé des Hautes-Alpes, chef-lieu Gap, et élisait ses représentants au conseil départemental. En revanche, sur le plan religieux, le choix d'Embrun, plutôt que de Gap, comme siège de l'unique évêché, s'accordait aux vœux des fidèles. Ce sentiment de perte d'autonomie explique pour partie le peu d'enthousiasme manifesté à répercuter les directives révolutionnaires à chaque étape. C'est ainsi que les sympathies se sont manifestées en faveur des fédéralistes girondins lors du basculement du régime vers la terreur. Du reste, les urgences étaient dans la simple survie de populations en grande détresse matérielle, et l'organisation de la défense d'un territoire frontalier à la merci d'incursions étrangères, même après l'annexion du Piémont par la France en 1798. Le Directoire, 1795-1799, a été conduit à renforcer sa politique anti-religieuse et son esprit de conquête, jusqu'à annexer les États du pape. Devant sa résistance, la captivité du souverain pontife fut décidée. Pie VI arriva à Briançon le 30 avril 1799, qui n'était pas choisi au hasard.
Dans cette ville forte et isolée, il serait facile de borner ses influences fanatiques, d'autant plus que tout contact avec la population lui était interdit. Il fut logé dans l'ancien hôpital civil donnant sur la Grande Gargouille qui devait par la suite prendre le nom de Maison du Pape. La frontière étant menacée, on put craindre que l'ennemi ne tente un coup de main pour le libérer. Malgré son mauvais état de santé, il fut donc décidé de le transférer à Valence. Il gagna cette ville par Gap et Grenoble le 27 juin. Épuisé, il devait y décéder, le 27 août de la même année. Son séjour à Briançon n'aura duré que 2 petits mois. Avec 2835 habitants en 1821, Briançon n'avait même pas retrouvé sa population de 1793, 3023. Sous le Consulat et l'Empire, la ville a été frappée d'une certaine langueur. Sans doute s'était-elle vue confirmer son rang administratif dans le cadre de la Constitution de l'an 8, sous la nouvelle appellation de sous-préfecture d'arrondissement. Chaix, premier titulaire du poste, devait d'ailleurs se montrer particulièrement actif au point d'être honoré, du nom d'une rue de la Basse-Ville. Mais le commerce était moribond, les marchands avaient perdu leur dynamisme. Ils ressentaient les difficultés que connaissaient quelques industries de la ville et des vallées. L'effectif de la garnison avait été fortement réduit. La relance de l'activité dépendait principalement de l'amélioration du réseau routier fort mal entretenu. La population s'est certes prise en main et spontanément a entrepris d'établir un nouveau tracé pour l'accès au col du Mont-Genèvre. La fin des travaux en avril 1804 donna lieu à de grandes fêtes. Mais l'amélioration de ce seul tronçon ne suffisait pas à relancer le trafic. En vérité, tous les efforts ont été portés sur le col rival du Mont-Cenis décidé par Bonaparte à son retour de Marengo. Le Mont-Genèvre a été dès lors surclassé. L'histoire de Briançon à cette époque échappa à la banalité grâce à un épisode dont se glorifie la population. Il se situe dans l'été 1815 au terme de l'épopée impériale. Tandis que Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, la France vaincue subit la loi des coalisés et connaît l'occupation pour 3 ans d'une partie de son territoire. Les Briançonnais sont parmi les seuls à vouloir se soustraire à la loi du vainqueur Ostrosarde, et lui interdisent l'accès à leur cité le 15 août 1815, en une séance solennelle. Les menaces n'y font rien. De son côté, le célèbre général Éberlé, au commandement de la place, renouvelle son refus énergique de capitulation. L'ennemi finira par se lasser et lèvera le siège le 19 octobre. Briançon s'endort dans la routine pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Pas plus que l'agriculture, l'activité commerciale ne connut de grandes transformations. 3 séries d'événements vont entièrement renouveler son image dans les dernières décennies. La ville enfermée dans des remparts de Vauban qui était encore le seul noyau de peuplement de type urbain, comme en témoigne tant la carte de l'état-major, que celle de Cassini, va se doubler d'un deuxième centre en fond de vallée, le long de la Guisane. La population passe de 3579 habitants en 1866, à 7888 en 1911, soit une augmentation de 120%. Le premier de ces événements est la création d'une usine de chape, c'est-à-dire de traitement des déchets de soie. Il s'agit d'abord des cocons perforés par des insectes, de ceux atteints de maladies, des frisons c'est-à-dire de la partie extérieure du cocon ainsi que de la couche en forme de nœud à la naissance de la chrysalide. Il faut d'abord débarrasser ces déchets de toutes les impuretés par des opérations de macération en chaufferie, entre 50 et 60 degrés, et de lessivage et, pour finir, de décreusage, à l'état brut. La soie, dite grège, est enfermée dans une enveloppe à éliminer. Il faut ensuite transformer ces déchets en un ruban de fibres parallèles, c'est le peignage. Quant au filage, formation du fil de soie, il n'a, lui, jamais été exécuté à Briançon. L'initiative est venue d'un habitant du Queyras, Joseph Mathieu en 1842 dans le quartier de Sainte-Catherine. L'eau de la Durance favorisait le travail de la fibre et fournissait l'énergie. La main-d'œuvre paysanne peu revendicative était disponible sur place. On est par ailleurs aux portes du Piémont où l'industrie de la soie était très développée et où ont pu être recrutés certains spécialistes maîtrisant bien les techniques. L'affaire est passée dès 1845,
sous le contrôle des frères Chancel, d'abord associés au banquier Briançon Herdouin. Les débuts ont été difficiles et le succès n'est venu qu'à partir de 1860 grâce à la qualité, au coût modéré de la main-d'œuvre, et à une politique de stockage permettant d'échapper à la volatilité des cours de la matière première, lors de la guerre de sécession aux États-Unis. On put alors s'assurer une fidèle clientèle chez les filateurs français, belges et suisses. Il faut préciser que les locaux de l'ancien couvent des Dominicains s'avérant insuffisants, il avait fallu construire l'imposant bâtiment de 5 étages de 125 mètres de long et 18 mètres de large, dont on peut encore admirer la carcasse après l'incendie, survenu en octobre 2014. La main-d'œuvre logeait à Briançon même, et dans les communes voisines, mais on notait un important turnover. Il a fallu la compléter par une immigration de jeunes piémontaises logées par l'entreprise. Le quartier de Sainte-Catherine en a été profondément transformé, passant de 131 habitants en 1831, à 1307 en 1871. L'affaire prit une dimension nationale, par fusion en 1870 avec un filateur de Tenay-dans-l'Ain, puis s'est trouvé intégré en 1873, dans une société industrielle de la Chappe, dont le siège était à Bâle. La petite entreprise familiale des premiers débuts avait évolué vers la grande société anonyme, de type capitaliste. Elle cessait alors, ses dirigeants étant désormais recrutés à l'extérieur, d'être entièrement briançonnaise. La masse ouvrière put atteindre jusqu'aux milliers. Sa tentative de se doter d'une organisation syndicale fut à l'origine d'une grève mémorable, du 30 janvier au 2 mai 1907. La deuxième série d'événements concerne l'amélioration des voies de communication, à commencer par le réseau routier. Les travaux sur l'itinéraire du Lautaret, commencés assez timidement sous la monarchie de Juillet, ont été menés à leur terme sous le Second Empire, et à partir des années 1860, on peut qualifier la liaison Grenoble-Briançon de grande voie de communication. La ville n'était plus un cul-de-sac, car des efforts similaires à la suite d'accords franco-sardes avaient largement amélioré le passage du Mont-Genèvre. Le fait capital est cependant la création de la voie ferrée. La liaison à partir de Grenoble, un temps envisagée par le Lautaret, suivant les vallées de la Romanche et de la Guisane, n'a pas été retenue. On lui a préféré à l'ouest, celle du col de la Croix-Haute, réalisée en 1878, par la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. L'embranchement sur cet axe à partir de la gare de Vienne a atteint Briançon le 15 septembre 1884. On avait choisi de construire la gare terminus en fond de vallée à l'aval du hameau de Sainte-Catherine, à la grande déception des habitants de la cité de Vauban qui l'avaient souhaité au Champ de Mars. Dans leur esprit, ce ne devait être qu'une étape dans la construction d'une ligne internationale jusqu'à Turin, sous le col de Montgenèvre, à laquelle s'intéressait particulièrement le port de Marseille. Elle ne sera jamais réalisée. Les propositions de la conférence internationale du 18 août 1907, à l'hôtel de Ville, ne devaient pas se concrétiser. La proximité de la voie ferroviaire transalpine, par le tunnel du Fréjus, entre Modane et Bardonnay qui a, en service depuis 1871, en faisait moins sentir la nécessité. Dès une guerre à l'autre, 1914-1945. En 1914, l'imposante garnison n'eut même pas à jouer un rôle de dissuasion, du fait de la déclaration de neutralité de l'Italie, suivie de son retournement d'alliance en faveur des pays de l'Entente en 1915. Son régiment fétiche, le fameux 15-9, fut envoyé sur le front face à l'Allemagne dès les premiers jours. Tous les hébergements disponibles, en outre de l'hôpital militaire, furent mobilisés pour recevoir les nombreux blessés. Entre deux guerres, Briançon sort de la guerre exsangue. Elle a perdu plus du tiers de sa population par rapport à 1911. On y dénombre plus que 4320 habitants au recensement de 1921, 5013 avec la garnison dont l'effectif a été fortement réduit. 180 noms figurent sur le monument aux morts inauguré en 1927. Il faudra attendre 1936 pour retrouver approximativement les chiffres de 1911, 5320 habitants, 7543 avec la garnison.
Tous les secteurs traditionnels de l'économie sont en difficulté. L'agriculture manque de bras, la guerre ayant été particulièrement meurtrière pour la classe paysanne, la commune a perdu 60% de ses cultivateurs en 30 ans. Elle souffre également de l'esprit de routine et de l'individualisme ainsi que d'un manque de débouchés. Le commerce manque lui aussi d'ouverture sur l'extérieur. Quant à l'industrie, elle perd son plus beau fleuron avec la fermeture de l'usine de La Chappe en avril 1933. Elle avait pourtant affiché de bons résultats, jusqu'à la crise économique. Mais elle dut faire face à la concurrence des nouveaux textiles synthétiques, à celle des produits finis japonais qui, de plus, travaillant eux-mêmes les déchets de la soie, ne lui livraient plus de matières premières. Cette ambiance morose était peu propice à une amélioration des relations entre la ville haute et le quartier Sainte-Catherine. Celui-ci finit par obtenir satisfaction sur le plan électoral, grâce au sectionnement, il put enfin être représenté au conseil municipal à proportion de sa population qui dépassait de loin celle de Rival, 2273 habitants contre 1118 en 1936. Mais les sujets de conflit ne manquèrent pas quant au partage des fonctions dans les domaines militaires ou administratifs. Cette stagnation apparaissait inéluctable car dans le même temps la ville et le Briançonnais s'étaient trouvé un porte-parole d'envergure nationale en la personne de Maurice Petch, élu député de la circonscription dès sa création en 1928, et qui devait le rester jusqu'en 1940. Ce Parisien était en effet très influent dans les milieux gouvernementaux. Il était en mesure du fait de sa fortune, de ses nombreuses relations, surtout dans les milieux de la finance, de ses fonctions gouvernementales de plaider en haut lieu la cause de ses électeurs. Mais, en matière d'emploi, Briançon en était réduit à se chercher de nouvelles vocations. La ville bénéficiait de deux avantages par lesquels peut se définir la notion de climatisme, sa situation en montagne à une altitude modérée et son ensoleillement exceptionnel. Cependant ce terme se prêtait à une confusion et on se garda bien, au début, de faire la distinction entre la clientèle touristique classique et celle des malades en quête de guérison. La tuberculose était à l'époque particulièrement redoutée et justifiait la construction de nombreux sanatoriums en montagne. Il importait de lever l'ambiguïté à cause des risques de contagion. L'armée, qui s'embarrassait moins de ce genre de scrupules, installa les premiers lits spécialisés dans la vieille ville même dès 1921. Le conseil municipal devait davantage tenir compte des réticences de la population. Les 3 sanatoriums construits sur le territoire de la commune entre 1930 et 1933 le furent en périphérie. De nombreuses maisons moins importantes les prolongèrent en alignement sur la route de Grenoble. Au total, on dénombrait en 1936, 16 établissements spécialisés dans la lutte contre la tuberculose générant une centaine d'emplois permanents. Quant au tourisme proprement dit, il se développa surtout sous la forme plus saisonnière des sports d'hiver. L'armée, ici encore, avait été la première à adopter la pratique du ski importé de Norvège. En 1906 avait été créée au sein du 159e ORIA par décision ministérielle une école normale de ski qui monta son propre atelier de fabrication. Le concours international qu'elle organisa avec le CAF à Montgenèvre en février 1907 eut un très grand retentissement. Ces initiatives ont généré après la guerre un nouveau secteur d'activité économique. Aux côtés de l'armée se multiplient les initiatives dans diverses communes et se diversifient les pratiques, luge, raquettes, bobsleigh, tremplin de saut. Si Briançon ne parvient pas à un développement autonome en la matière, elle tire profit de l'essor de la station de Montgenèvre, avec ses hôtels et son équipement en remonte-pente. 1936, ses concours internationaux. Dans la vallée de la Guisane naît la station de Serre-Chevalier. Son téléphérique qui hisse l'Esquior au départ de Chantemerle jusqu'à 2197 mètres ne sera cependant inauguré qu'en décembre 1941. Deuxième guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, Briançon eut droit à une modeste part des crédits Maginot pour faire face à une agression de l'Italie fasciste. Ils permirent le renforcement des défenses existantes sur la crête en rive gauche de la Durance et la création d'un blocos avec canon anti-char en bordure de la route du Mont-Genèvre. Du fait de la neutralité italienne pendant la drôle de guerre, par le même scénario qu'en 1914,
L'essentiel de la garnison fut envoyé sur les champs de bataille contre l'armée allemande. La déclaration de guerre par Mussolini fut tardive, 10 juin, et les hostilités ne durèrent que jusqu'à l'armistice du 25 juin. L'offensive ennemie fut facilement stoppée par l'infanterie soutenue par une artillerie remarquablement efficace comme elle le prouva le 21 juin par la neutralisation du fort italien du Chaberton perché à plus de 3000 mètres et particulièrement redouté. L'histoire de Briançon pendant la Deuxième Guerre mondiale présente l'originalité d'une double libération en 1944. La résistance s'était sans doute manifestée comme dans de nombreuses régions de montagne mais le relief ne se prêtait pas à la constitution de bastions isolés, comme celui du Vercors. Son action s'est limitée à des sabotages et à des coups de main ponctuels contre les troupes allemandes qui avaient pris le relais des Italiens dans l'occupation de la zone libre. Elle n'était pas en mesure de libérer la ville sans l'appui des forces alliées après le débarquement du 15 août sur les côtes de Provence. La première libération eut lieu le 23 août 1944 sans combat par le simple retrait des forces allemandes. Une délégation municipale fut installée à la mairie en remplacement de celle qui était aux ordres de Vichy. Les nouvelles autorités engagèrent même des tractions avec l'ennemi, en particulier pour des échanges de personnes. Mais les Allemands attachaient une grande importance à la maîtrise des cols alpins en protection de leurs troupes encore maîtresses du nord de l'Italie. Dès leur retour offensif le 29 août. Cette seconde occupation devait durer 8 jours au terme, cette fois, de violents combats. Elle est libérée définitivement le 7 septembre 1944 par le 4e régiment de tirailleurs marocains, 4e RTM, de la 2e division d'infanterie marocaine, 2e DIM. La commune a été décorée, le 23 août 1948, de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme de bronze. L'ennemi se retranchera sur le col du Mont-Genèvre, jusqu'en avril 1945. La population de la commune de Briançon est passée de 6 671 habitants en 1946, à 11 950 en 2016, soit une augmentation de 78%. On assiste au cours de ces 70 ans à un renouvellement radical des activités. Au mode traditionnel de l'agriculture de montagne s'est ajoutée l'emprise foncière des nouvelles constructions sur les meilleures terres. L'agriculture a donc disparu. Rien n'est venu remplacer après sa fermeture en 1933, l'usine de La Chapelle-la-Ville ne peut plus être qualifiée d'ouvrière. Les tentatives pour attirer de nouvelles industries sur une zone aménagée à cet effet ont été vaines. Les 3 TF, tricotage et transformation textile de France, prévus pour employer 270 personnes, ont fermé au bout de 4 ans, 1985-1989. L'armée a été la plus grande victime de l'évolution, avant même la suppression du service militaire obligatoire en 1994. Les données internationales avaient vidé de sens le maintien d'une garnison. Le Centre national d'aguerrissement en montagne créé la même année n'a occupé qu'une minime partie des vastes locaux militaires avant de fermer en 2009. Les casernes dans la ville basse ont été rasées, pour l'une d'entre elles, ou acquises par la municipalité, en attente d'une affectation à de nouveaux usages, dans le cadre de l'opération Cœur de Ville. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune, depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes, qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 11 339 habitants, en diminution de 6,98% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Hautes-Alpes, plus 1,39%, la France hors Mayotte, plus 2,1%.